Ce que j'espère vraiment leur laisser, c'est un sentiment de fierté et leur transmettre qu'ils pourront réussir ce qu'ils veulent. Donc les filles, leur dire, voilà, choisissez bien la personne qui partage votre vie, parce que c'est probablement un des choix les plus importants. J'espère que ce sera moins dur pour vous. Et puis mes garçons, regardez comment votre papa m'a aidé. Soyez des hommes de progrès et soyez fiers d'avoir une maman qui avait une carrière et qui était dirigeante. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Cette semaine, Pause vous ouvre les portes d'un métier de l'ombre en vous emmenant à la rencontre de la directrice générale du bureau français de l'un des plus grands cabinets de conseil au monde, McKinsey. Diplômée d'HEC et de la Sorbonne, elle y entre pour un stage et ne quittera finalement plus jamais le cabinet. Ambitieuse, perfectionniste, fonceuse, elle gravit rapidement les échelons du cabinet jusqu'à devenir la seule Française membre du comité de direction mondial en 2018 et à être nommée directrice générale de McKinsey France en 2021. Une nouvelle fonction prise juste avant que le cabinet ne vive une crise médiatique la plus retentissante que le bureau français ait connue depuis son implantation. Mais derrière ce bourreau de travail qui a à cœur de faire rayonner son entreprise, il y a aussi une aventurière avec des convictions écolo, engagée auprès d'associations comme la Croix-Rouge ou SOS Suicide et qui a pour objectif de changer le système de l'intérieur. Diversité, égalité des chances, les rouages et les dessous des grandes décisions business, le temps d'une pause, elle revient sur son parcours brillant en évoquant sa vision du monde du travail et se confie sur ses prochains objectifs. Bonjour Clarisse Magnin. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Écoute, très bien, prête à faire une pause. T'en fais rarement des pauses, toi ? Pas beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à pas mal enchaîner mes journées. Et là, j'ai décidé de m'attribuer des pauses sportives, puisque j'ai repris le sport après l'été. Et donc, je suis en train d'organiser dans mon emploi du temps de pouvoir nager, puisqu'à la base, t'es une nageuse, je suis une nageuse. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais pu être aujourd'hui directrice générale de ce énorme cabinet si tu n'avais pas dû sacrifier certaines choses personnelles? Alors moi, au risque de pas être politiquement correcte, moi je c'est pense bien ça, j'aime bien quand tu n'es pas politiquement correcte. Non, je pense que c'est plus dur quand même pour les femmes. Et donc, alors en plus, si on choisit d'être mère, et dans mon cas, et 4 fois me concernant, donc c'est sûr que, en tout cas, mon métier, c'est quand même beaucoup un métier d'homme. Donc on n'est pas nombreuses. On a des gens exceptionnels, hein, hommes et femmes évidemment, mais la barre est haute. Donc c'est vrai que je me suis mise aussi cette barre probablement assez haute. Mais j'ai envie de dire dans la joie aussi, parce que j'ai retiré beaucoup de satisfaction et de bons moments avec les équipes, avec les clients, et puis intellectuels aussi. Justement, explique-nous ce qu'est un cabinet de conseil, alors, parce que c'est peut-être un peu obscur pour certaines personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu fais ? C'est la bonne question, parce que je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas notre métier. Dans ma famille, d'ailleurs, les gens ne le comprennent toujours pas. Mais en fait, le conseil, alors McKinsey a créé la profession de conseil en 1926 à Boston. Donc j'aime bien raconter cette histoire parce que c'était un homme avec costume 3 pièces, un chapeau, etc. et qui se dit... Et c'était un peu une start-up à l'époque. 1926, il y avait les cabinets d'avocats, il y avait les banquiers d'affaires, il y avait déjà l'audit, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle le conseil. Et donc, il s'est dit, il y a besoin de créer une profession qui va accompagner des dirigeants dans leur prise de décision, mais qui n'est pas ni l'avocat, ni le banquier, ni l'auditeur. Et il a créé ce métier. Mais qui n'a été absolument pas sexy ou extrêmement pas recherché pendant des années et des années et des années, puisque c'est vraiment dans les années 70 que ça a commencé à exploser. Oui, alors il y a eu quand même la crise de 29, donc là le cabinet, un peu la start-up qui prend sa première crise 3 ans après le lancement. Et qu'est-ce que ça montre, la crise de 29 ? C'est qu'en fait, des dirigeants d'entreprise n'ont pas un certain nombre de notions aussi dans la gestion
en fait, d'une entreprise. Il y a plein de suicides de dirigeants, et en fait, on dirait aujourd'hui, il y avait des problèmes de cash flow, il y avait des problèmes d'endettement, il y avait des problèmes de management, etc. Donc, ça met quand même pas mal de temps à se développer, mais finalement, ça, c'est un métier. Alors, on dit à nos enfants, quand on doit expliquer le métier, on dit qu'on est docteur d'entreprise. Quand tu as mal aux dents, tu vas chez un dentiste, une entreprise peut avoir des difficultés, mais pas que des difficultés. En l'occurrence, c'est beaucoup de questions. Aujourd'hui, on a plein de questions relatives à la Chine. Qu'est-ce que je fais ? Le dirigeant, en fait, il est assez seul face à sa prise de décision. Et il a besoin que cette décision, elle soit fondée sur des faits qui ne lui sont pas servis pour différents agendas. Donc, en fait, on amène des faits, de l'indépendance, de l'expérience, des meilleures pratiques, et on accompagne en fait le dirigeant à sa prise de décision. Mais ça, c'est encore le conseil des années 80, donc beaucoup de stratégie. Mais aujourd'hui, on fait du digital, du développement produit avec du design, beaucoup d'opérations, beaucoup de transformations, beaucoup d'organisation. Donc, comme une start-up, en fait, tu as développé des adjacences. Exactement, des nouveaux produits pour continuer à être au goût du jour. On va repartir là où tu as grandi, Cergy-Pontoise, ton papa professeur de lettres, ta maman naturopathe. Alors, c'est maintenant, je crois qu'elle aime beaucoup ces sujets autour de la nature. Je ne suis pas sûr que naturopathe existait en tant que tel il y a quand tu as grandi. Tu as 2 frères, l'un est aujourd'hui psychologue et l'autre manutentionnaire. Donc, vous n'avez pas du tout la même... Enfin, magasinier cariste, mais... Oui, magasinier cariste, excuse-moi. Donc, soyons précis. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, avec les 2 mêmes parents, et ça aussi, pour les gens qui nous écoutent, on le sait très bien, quand vous avez des frères et sœurs, quand vous avez des enfants, il y a quand même, avec la même éducation, des directions de vie qui sont totalement différentes. Oui, et c'est vrai que mon grand frère n'était pas... il n'était pas doué scolairement, tout en étant très très intelligent et puis très courageux parce qu'il s'est engagé dans l'armée. Alors il a eu plusieurs carrières. Donc il s'est engagé à l'époque, c'était la guerre en ex-Yougoslavie. Donc il faisait partie de la force PRONU qui venait en aide aux populations, etc. Donc il a fait ça, puis après il s'est marié, il a eu des enfants, et puis... magasinier. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'engagement, parce que il y avait un article récemment sur toi de Marc Landré dans le Figaro, qui qualifiait tes parents de 68 arts cathos et engagés. Absolument. Alors, comment ça se traduit ? Mes parents, donc ils sont d'une éducation catholique, et donc croyants et assez pratiquants. Et à la fois, ils ont fait les manifs de mai 68. Ma mère était militante féministe. Elle travaillait au planning familial, etc. Donc, ce qui montre qu'on peut être catho et travailler au planning familial et qu'on trouve un sens à ce qu'on fait. Et encore aujourd'hui, j'appelais mon père et moi, notre anniversaire à quelques jours près. Et puis, je lui demandais ce qu'il faisait. Il est toujours impliqué sur le plan associatif. Et comme il a 77 ans, ils veulent plus de lui parce que il est trop vieux. Et moi, je le vois pas comme étant trop vieux, évidemment, c'est mon père. Bien sûr. Mais il y a tellement de besoins. Et donc finalement, alors au moment du Covid, il disait, vous vous rendez pas compte, c'est dangereux pour vous, etc. Mon père est en parfaite santé, il a pas de surpoids, etc. Et donc, il a été coupé de son activité associative pendant un moment. Et puis là, il y a tellement de besoins que ils l'ont repris. Et donc, il donne des cours d'anglais et des cours de français dans la maison de quartier du coin, quoi. Alors, engagé, tu l'es aussi. Donc, à 20 ans, alors là, c'est normal. Et encore une fois, c'est souvent la conséquence de ton éducation. Toi aussi, tu t'engages. Tu pars en Inde. Tu vas travailler dans une léproserie. Ce qui, est dur. D'ailleurs, tu en as des séquelles parce que tu tombes assez gravement malade. Tu perds 15% de ton poids. Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience ? Depuis que j'étais petite, je voulais changer le monde. Ça paraît très grandiloquent, mais j'avais vraiment ça en moi. Quand tu dis ça, vraiment, c'est quoi ? C'est à l'âge de 12 ans, c'est quoi changer le monde ? 12 ans, c'était... donc déjà, je me disais, il faut que tu étudies. Pour toi, l'éducation, c'était complètement lié. Bien sûr, si tu n'as pas suffisamment... moi, je me disais, si tu étudies... tu pourras réussir, tu pourras être dans des positions de pouvoir, et de pouvoir, c'est pouvoir faire quelque chose. Et comment tu comprends ça à 12 ans ? C'est un message que tu donnais. Tes parents t'avaient poussé là-dessus ? Pas du tout. Moi, mes parents n'ont jamais regardé mes devoirs, et ils étaient très fiers de moi, le sont toujours. Mais est-ce qu'il y a un message ? Est-ce que tu as eu un truc à la télévision ? Tu as lu quelque chose ? J'ai compris, je ne sais pas comment, qu'il fallait se donner à fond. Alors, je me donnais à fond, en l'occurrence, sportivement,
Et académiquement, bon, sportivement parce que j'adore, et académiquement parce qu'il fallait. Je me suis dit, il faut que tu acquières la meilleure éducation possible pour pouvoir comprendre le monde dans lequel tu vis et pour pouvoir vraiment l'influencer au sens noble du terme. Et après, ma meilleure amie, elle a fait le choix de rester dans l'humanitaire. Moi, je le considérais fortement. Et finalement, cette expérience en Inde m'a guéri, pas de l'envie de changer le monde et de l'engagement, mais du fait de le faire par une ONG à 20 ans. Tu termines à faire une prépa, tu rentres à HEC, tu as un DEA d'économie à la Sorbonne. Aujourd'hui, toi qui as performé, en tout cas qui a eu des bons diplômes, c'est quoi pour toi l'importance d'un diplôme aujourd'hui quand tu embauches, quand vous embauchez chez McKinsey? C'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'ai pris le rôle de direction de McKinsey en France, donc en 2021, parce que je me suis dit, bon bah là, you need to walk the talk, finalement, c'est ton opportunité. Donc on a quand même ouvert notre recrutement, mais notre recrutement est effectivement extrêmement sélectif. Donc tu vois, par exemple, en France, on reçoit 12 000 candidatures. Dans le monde, on reçoit 1 million de candidatures. Donc, on a déjà énormément de candidatures à la base. Donc, 12 000 candidatures pour que tu expliques. Juste pour la France, par an. Pour combien de postes ouverts? On a, enfin, ça dépend les années, mais toi, 100, 150 recrutements. Donc, d'accord, 1%. Donc, dans ces 12, et tu as quand même beaucoup dans les personnes qui postulent, des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc dans les 100 que tu recrutes, c'est intéressant, dans les 100 que tu recrutes, et pour en connaître un certain nombre, des gens qui ont fait McKinsey, d'ailleurs c'est assez, on en parlait avec Dounia qui s'occupe du podcast, on regardait les gens qui sont venus ici, et quand même il y a beaucoup de gens qui ont fait McKinsey. Et si tu regardes avant, tu vois qu'ils sont quand même fait plutôt une des 3 parisiennes, plutôt des grandes... Donc c'est toi, dans les 100 personnes dont tu me parles là, c'est quoi? C'est 95% des gens que tu embauches viennent de ces 5 plus grandes écoles françaises? Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de grandes écoles. Après, on a ouvert sur plusieurs types de diversité, des doctorants, parce qu'on s'est dit, en fait, l'excellence dans les filières universitaires, on doit aussi aller les chercher. Donc tu vas me dire, ça reste très sélectif, mais tu peux faire un doctorat en partant d'un peu n'importe quelle université. On recrute des designers, on recrute des data scientists. Donc un data scientist peut venir d'un parcours différent. De toute façon, il n'y a pas une lisibilité très forte sur les diplômes. Donc on a un peu ouvert, on a ouvert mondialement, on fait très attention. Donc là, nous, on a 50% de femmes au recrutement, ce qui n'est pas forcément facile parce que tu sais, il y a beaucoup moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc en fait, pour maintenir cette parité, tout en gardant une représentation des types de formations, c'est pas si facile que ça. Et après, on a pas mal d'initiatives. Alors, on a appelé ça First Generation, donc la première génération qui accède à des études supérieures. Deuxième chose, c'est tout ce qui va être diversité d'origine. Donc là, on a... Plutôt ethnique, on va dire. Plutôt ethnique. Mais il faut pas... Voilà, et on a fait des recrutements LGBTQ+, donc toujours dans le respect de la légalité, mais on a organisé des événements, en fait, de recrutement pour dire, voilà, vous nous intéressez... Et on s'engage à créer des conditions que vous soyez bien chez nous, à partir du moment où après ils doivent passer les entretiens, etc. Donc ça c'est très américain. Donc toi t'arrives, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus transparent. On parle de statistiques ethniques, on parle de, quand tu parles de LGBTQ+, là-bas, c'est acceptable et accepté, en tout cas pour chacun. En France, beaucoup moins. Est-ce que ça a été compliqué de mettre en œuvre ceci? Là, tu parlais de First Generation, c'est intéressant, parce que First Generation, en fait, c'est une manière de détourner ça, en fait. Sans le dire automatiquement. Exactement. C'est assez social, d'ailleurs. C'est intelligent, ce que vous faites. Mais si tu veux, donc moi, je suis très française. Donc, mon système de valeurs, il a été façonné par la culture française. Je crois que là où on fait un contresens en France, c'est que aider des personnes issues de la diversité, c'est fondamentalement méritocratique. En fait, on renverse la chose en disant, en aidant des personnes issues de la diversité, on va casser l'excellence, etc. C'est l'inverse. On va corriger un certain nombre de biais pour favoriser la méritocratie. Après, tout le monde passe les mêmes entretiens. Tout le monde se fait staffer sur différents projets et évaluer de la même façon. Et c'est pas parce que t'es gay, ou parce que t'es noir, ou parce que t'es first generation,
que ça va être plus facile. C'est ça, d'ailleurs, souvent, ça va être plus dur. Mais si en final, une personne d'une vraie diversité et Jean-Michel qui a grandi dans le 7e arrondissement, au même niveau, aujourd'hui, tu prends qui? En fait, nos critères de recrutement, tu vas avoir une sorte d'évaluation de l'intellect mis en situation, mais tu as quand même beaucoup le parcours personnel et les valeurs. Et moi, si je fais passer l'entretien, je vais évidemment y être hypersensible, mais nos recruteurs le sont. Donc, on est sur les femmes, en tout cas à l'entrée, on est plutôt bien. On n'a pas de target LGBTQ+, ou de target diversité d'origine ou diversité first generation. Par contre, on a une attention particulière et surtout, on développe des programmes, alors plutôt à destination de nos clients, pour dire, voilà, si vous avez des talents de différents types de diversité, nous, on a des académies de leadership qu'on peut mettre à disposition. Et ça, c'est très américain, effectivement, mais c'est juste génial. Parce qu'en fait, on a par exemple un programme pour les personnes qui vont être pour la première fois membres d'un COMEX, mais qui sont des first generation et qui n'ont pas forcément tous ces codes-là. Voilà. Et donc ça, il y a sans faire trop d'anglicisme, le soft et le hard. Et le hard, ils l'ont démontré. Ils ne seraient pas là où ils en sont. Alors là, c'est important parce que donc, quand on parle de hard skills, c'est justement, tu as fait le bon diplôme, tu es allé dans la bonne école. On sait que globalement, tu coches les compétences. Le soft skills, et d'ailleurs, c'est souvent ce que les Américains ont, que parfois certaines personnes n'ont pas ici, c'est par exemple, le soft skill le plus connu, c'est l'art oratoire. Oui. C'est une compétence douce, comme si on fait une traduction, qui est assez facile aux États-Unis, la capacité de parler, parce que très tôt dans l'éducation américaine, à l'école, ils vous apprennent ça. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ce que tu regardes toi, justement, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir sur un CV. C'est ça ce que tu dis, c'est là où tes recruteurs vont faire attention. Il faut aller chercher, tous ces talents. Et puis après, si tu veux, c'est là où ces formations sont importantes, parce que sur la partie soft, tu vois, par exemple, moi, dans mes trucs et astuces pour les femmes, c'est pas un scoop, mais je leur dis, il y a une chose que je vous demande de jamais faire, c'est de proposer un café. Jamais vous proposez un café, jamais s'il manque un document, jamais vous vous levez pour aller faire une photocopie ou pour aller demander à une assistante de faire une impression de plus, etc. Et vous ne mettez pas à faire les branchements de barco, etc. Parce que c'est hyper juniorisant. Dans 20 ans, 30 ans, ce sera une femme ou un homme indifféremment. Aujourd'hui, je vous demande de surtout pas le faire. Donc, par exemple, ça m'est arrivé plein de fois, il manque un document, je leur dis, vous regardez de l'autre côté. Il manque un café, vous regardez de l'autre côté. Et après, il y a plein de choses à faire, parce qu'à partir du moment où vous êtes parti chercher le café, vous avez raté le chit-chat de début de réunion, vous arrivez avec votre plateau, c'est fini. Enfin, ça va être très difficile de rattraper le rôle que vous voulez prendre dans la réunion. C'est un exemple. Toi qui es souvent la seule femme dans ces réunions-là, est-ce que tu as des conseils pour détendre l'atmosphère? Alors moi, j'ai une arme de séduction, j'en ai qu'une, c'est l'humour. Donc j'aime bien envoyer une bonne blague de début de réunion ou une boutade, etc. pour en fait retirer tout de suite cette tension qui peut exister ou pas, mais voilà, pour finalement, je trouve que ça remet tout le monde. En fait, on n'est que. Moi, je ne suis pas. Je ne saurais pas dire ça. Je suis pas impressionnée par les hommes, dans le sens où moi, j'ai eu des hommes formidables dans ma vie. Mon papa, mes frères, mon mari, et donc j'ai entouré d'hommes formidables. Mais je ne suis jamais en compétition avec un homme, et je n'ai, alors du coup, peut-être un excès de confiance, je n'ai jamais de complexe d'infériorité vis-à-vis d'un homme. Par contre, j'essaye d'être approchable et de créer un peu cette camaraderie que je n'aurais pas forcément par la différence des sexes. Et l'humour est souvent une bonne technique. Dans le monde actuel, les salariés souvent peuvent papillonner un petit peu, aller d'une entreprise à une autre, parce que souvent c'est comme ça qu'ils peuvent augmenter parfois plus rapidement leur salaire. Parfois ils cherchent, ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce qui est totalement humain, totalement normal. Toi, tu es un contre-exemple. Tu rentres, tu es un bébé Mac, toi. Tu es rentré en 2000 en tant que stagiaire. Tu fais partie de ces centaines et centaines de gens qui disaient non, oui, non. Et tu faisais ce petit oui. Comment t'as trouvé, toi, ce stage? Tu connaissais quelqu'un? T'avais quelqu'un de quelqu'un? Comment t'as trouvé? Comment t'es passé à travers ces... Moi, c'est vrai que je savais que c'était prestigieux, que ça permettait de tout comprendre sur le système économique, parce qu'en fait, c'est vrai que t'es propulsé à 23 ans, tu joins des comités de direction pour présenter
ton analyse ou pour être le backup de gens plus seniors au cas où il y a une question, et là tu réponds. Et moi, en fait, je suis restée très longtemps, et j'espère rester encore très longtemps, mais j'ai fait beaucoup de pauses, en fait, parce que, bon, déjà, j'ai eu 4 congés maternité, je me suis arrêtée 6 mois et demi à chaque fois, donc ça fait 2 ans, tu vois, au final, où je me suis arrêtée, parce que je m'arrêtais assez tard, parce que j'avais la chance d'être en bonne santé, donc je dis ça parce que toutes les femmes sont pas en bonne santé, ont l'énergie jusqu'au terme. Oui. Moi, c'était mon cas. Mais du coup, je prenais très longtemps après. Enfin, je prenais 6 mois. Et donc, déjà, j'avais 4 congés maternité. Ensuite, j'ai fait mon DEA d'économie publique entre les deux. J'ai fait 2 transferts aux États-Unis. Un au bureau de New York où j'ai été envoyée à Montréal. Et ensuite, un deuxième où j'ai été à Boston. Et puis, finalement, j'ai fini à New Jersey. Donc ça fait aussi beaucoup de renouveau. Tu as raison. Donc là, c'est dans ton optique de dire, tu fais pas toujours la même chose, tu as grandi, mais il n'empêche que, et ça, c'est peut-être une stratégie qui a été mise en place pour garder les meilleurs talents, cette capacité de continuellement... de renouveau. Et puis le renouveau, c'est que tous les 2 ans, tu as de nouveaux clients aussi. Donc, c'est ça. Tu te concentres sur un nouveau projet, c'est un peu comme produit. Un professeur. Tu vois, en fait, moi, je vieillis, mais mes consultants ont toujours le même âge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est quand même une bouffée de jeunesse, d'énergie. Et puis, je vois des nouvelles générations. Tu vois, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Tu sais quoi, c'est ton tour? Parce que dans le conseil, il est souvent connu, comme chez Procter & Gamble ou L'Oréal pour la grande consommation, que tu as une partie qui reste 2-3 ans, être formée, et puis une autre population qui veut absolument être partenaire, parce que c'est un peu le Graal. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est quoi la proportion de gens qui partent après 2-3 ans? Sur 100 personnes qui rentrent, c'est quoi? C'est 50%, parce que la moyenne, les gens restent en moyenne. Donc, ils doivent rester 3-4 ans en moyenne. En moyenne. Donc, si tu prends en compte qu'il y a des gens qui vont rester, même comme moi, jusqu'à senior partner et au-delà, tu vois, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui tournent. Donc, tu as partner, après, c'est senior partner. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre après? Ça s'arrête là. Donc, tu as beaucoup de rotation. Et c'est vrai que McKinsey, c'est aussi une école. Et c'est pour ça, tu me donnais l'exemple de McKinsey que tu retrouves dans des ONG, que tu retrouves dans des... Tu sais, on a 200 anciens McKinsey dans la French Tech. Très renommés dans le secteur. Parfois, il y a des gens, et on va dire c'est les mauvaises langues, disent ils sont quand même cher payés pour en fait qu'on leur donne notre montre et qu'ils nous disent l'heure. Tu connais, c'est l'expression classique qui est utilisée aux États-Unis là-dessus. Toi, là-dessus, tu fais encore attention à ça? Je fais très attention à ça parce que je pense que les gens sont pas idiots et je respecte beaucoup ce qu'ils disent, si tu veux. Puis ça nous a, tu vois, ça nous a beaucoup blessés. Tu vois, la caricature de... donc il y a l'image de la montre, ils font un PowerPoint, etc. Si tu veux... Alors, du coup, je donne souvent des parallèles. Alors, c'est triste, quand tu divorces ou quand tu as un problème de copropriété ou que tu as un problème de contrat, personne ne se pose la question du fait que tu vas avoir besoin d'un avocat et que cet avocat, ça va pas être gratuit et que si tu veux un bon avocat, ça va être ça va coûter de l'argent et que tu en as besoin parce qu'il a une expertise qui n'est pas la tienne. Et tu sais pas, parce que normalement tu divorces pas 50 fois dans ta vie, donc gérer un divorce, tu sais pas le faire ou un bisbille sur un contrat. De la même façon, si tu as besoin d'un chirurgien, c'est un métier, quoi. Moi, je ne sais pas opérer. Donc, si un jour j'ai un problème de santé, j'espère que j'aurai un super chirurgienne, puisque les statistiques montrent que le résultat, quand tu as une femme chirurgienne, sont bien meilleurs. Donc, là, Clarisse va mettre sur la paille beaucoup de chirurgiens, parce que on va tous... Voilà, mais c'est un métier pareil, c'est un métier... tu vois, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à un métier. Ça paraît assez évident, ce que tu dis là, mais c'est vrai que là-dessus... Oui, mais tu vois, un dirigeant, il faut se dire, un dirigeant d'entreprise, pourquoi il solliciterait un partenaire sur un sujet avec effectivement des honoraires qui peuvent être élevés s'il pouvait trouver la solution en interne ou si la solution était évidente? Aujourd'hui, dans le CAC 40, donc les 40 entreprises qui ont la plus grande valorisation sur le marché boursier français, combien, d'après toi, n'utilisent pas de consultants? Moins de 25%. Voilà. Moins de 25%. Et attends, après, il y a des consultants, parce que c'est ça que l'opinion publique n'a pas forcément compris, et c'est normal, c'est comme des corps médicaux, il y a plein de spécialités. Bon, nous, on fait du conseil, on appelle ça le conseil en stratégie, mais en fait, on fait beaucoup de transformations, beaucoup d'opérations, on intervient beaucoup dans les usines, dans les entrepôts, etc.
il y a beaucoup de conseils informatiques. Donc là, je peux te dire que 100% Mettons utilisent du conseil informatique. Là, je te parle de conseils en stratégie. Je pense que quasiment toutes, honnêtement, quasiment toutes. Ensuite, tu as des budgets qui vont être plus ou moins élevés en fonction souvent de l'agenda de transformation de l'entreprise. Mais c'était plutôt pour dire, bien faire comprendre aux gens qui pensent que potentiellement, c'est que quasiment toutes les entreprises, tous les grands groupes ont appel à des gens qui vont les aider à voir parfois des choses qu'ils ne voient pas tout de suite, ont besoin d'un peu plus de champ, de profondeur. Et donc, c'est assez régulier. Mais c'est beaucoup de transformation, en fait, parce que les gens, ils se disent combien de fois ils ont besoin de se faire aider sur la stratégie, parce qu'ils restent sur une toute petite partie du métier de conseil, qui est conseil en stratégie. Mais tu as beaucoup d'autres choses qui sont attenantes. On va aborder un sujet qui existe, et c'est important de l'aborder. McKinsey a vécu quand même pas mal de scandales. Et pour moi, ça ne m'intéresse pas les scandales, même si on peut en parler. C'est tout comment toi, tu les as vécus. Je parle de scandales. Je ne parle pas de la crise de communication qui a eu lieu il y a 2 ans. Je parle de scandales, en particulier l'ancien PDG qui a été PDG pendant longtemps, Rajat Gupta, qui a été arrêté par le FBI, impliqué dans une affaire qui s'appelait Galéon à l'époque. Vous avez quelques grosses casseroles derrière vous. Et encore une fois, tu vas me dire, ça peut arriver à d'autres. Là, c'est quand c'est ton BDG qui est PDG pendant 10 ans, je crois, qui a ça. Toi, et là, c'est pas vraiment toi en tant que directrice, c'est toi en tant que citoyenne. Comment tu vis ça ? Bien sûr. Alors après, si tu veux, il y a des situations qui sont très, très différentes dans ce qui peut faire le buzz ou qui peut être devant les médias. Mais bon, moi, à titre personnel, et je veux faire partie d'une organisation qui est vertueuse, c'est-à-dire qui a une contribution positive. Alors nous, on appelle ça la croissance durable et inclusive. Et en fait, sur chacun de ces mots, on a, tu vois, vraiment une stratégie. Donc on a lancé notre plateforme, tu vois, Sustainability, ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur ces sujets, mais là, on en a fait une des 3 priorités de notre cabinet. J'entends ton mais quand tu te retrouves avec ton ancien patron, à un moment, tu t'es dit à un moment, je démissionne. Est-ce qu'il y a une seule seconde, tu t'es posé cette question-là, toi parce que dans le cas de Rajat Gupta, la personne que tu mentionnes, bon, déjà, il avait quitté McKinsey depuis plus de 7 ans, si tu veux. Et après, c'est ce que moi j'appelle, je ne devrais pas dire brebis galeuse, mais tu vois, dans toute organisation, tu as toujours des personnes qui ont un comportement individuel. Et là, c'était pas quelque chose d'organisé. Il était plus chez McKinsey depuis 7 ans. C'est un problème de probité. Ce sont des sujets qui sont importants. Je pense que à chaque fois qu'on a ce genre de situation, parce que tu sais, nous on est un partnership, c'est-à-dire que en fait c'est une scope. Combien vous avez c'est une scope, donc c'est-à-dire que en fait on est un peu plus de 2500, on a 2500 partenaires. Sur combien d'employés en tout ? 37 000. D'accord. Voilà. Et en fait, on est tous détenteurs de McKinsey. C'est-à-dire que c'est un vrai partnership. Et quand on dit one firm, c'est-à-dire que le partenaire à New Delhi, la senior partner à Sao Paulo, moi à Paris, on est co-actionnaire de McKinsey Inc. Tu vois ? Et donc, c'est pas que c'est une scope. En fait, c'est quand vraiment c'est vous tous les profits sont poolés, sont regroupés et reversés à l'ensemble des partenaires et senior partners. Alors en fonction, en partie de leur ancienneté et de leur performance, mais beaucoup en fonction de la performance du groupe, du cabinet. Donc si tu veux, quand il se passe quelque chose comme ça, il y a ta réaction personnelle, mais il y a aussi ta réaction collective, parce qu'on est un partnership. Du partnership. Passons à des choses plus positives. Tout à l'heure, je parlais de Marie Barsac. Vous faites aussi du travail pro bono. Oui. Vous en faites régulièrement. C'est aussi une culture américaine, qui est de plus en plus le cas ici, développée, et que tu as aussi beaucoup poussé. Vous l'avez fait pour Paris 2024, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque on s'était vu un peu avant, et je t'ai contacté, et je dis Clarisse, et je connaissais ton amour pour le sport, et je t'ai dit, voilà, on est en 2016 à ce moment-là, il se passe quelque chose d'important, on tente de gagner les Jeux Olympiques, on a tout un tas d'idées, mais en particulier sur ces sujets d'héritage, de sport et de société, d'inclusion par le sport, on a pas mal d'idées, mais on aurait bien besoin d'une aide. Et tu m'as répondu oui dans la minute, et tu m'as dit, ce soir, j'envoie un email aux équipes à Paris, et demain, avec un peu de chance,
il y en aura quelqu'un qui seront intéressés. Alors raconte-moi, l'email est parti, combien de personnes ont été intéressées? Non, mais en fait, si tu veux, alors déjà, la raison pour laquelle j'avais dit oui, donc c'était une rencontre, on peut dire, c'est une rencontre, mais si tu veux, parce qu'il y avait un vrai projet. Social et environnemental. Et tu vois, les jeux du partage ou Game for Sharing, etc., il y avait vraiment du sens qu'on voulait mettre à ces jeux. Donc, c'était pas simplement défendre un dossier de candidature pour récupérer les jeux à Paris, c'était en faire quelque chose qui a du sens voilà. Il y avait le sport et les femmes, le sport et la santé, le sport et l'inclusion, etc. Donc, déjà, il y avait ça. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, donc, parce que tu m'avais contacté en tant que personne, pas en tant que cabinet, mais j'ai proposé, j'ai envoyé cet email, ça a été l'émeute. C'est-à-dire que j'ai eu, 300 personnes qui ont dit oui, parce que j'avais été très clair qu'il n'y aura pas d'équipe dédiée, je vous demande de faire ça en top si vous le souhaitez, et puis il n'y a aucune obligation, et moi je vais le faire parce que je suis motivée. Et on a eu plein de gens qui se sont portés volontaires. Clarisse, je te propose maintenant une pause amicale. En lien justement avec cette question, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise, on écoute. Bonjour Clarisse, c'est Marie Barsac de Paris 2024. Après notre soirée de septembre au Petit Palais, je repensais à nos calls hebdo quand Paris 2024 était en phase de candidature et à toutes les heures que nous avons passées à imaginer l'héritage des Jeux pour convaincre les membres du CIO. Et du coup, je me demandais quelle était ta motivation pour consacrer autant de temps en pro bono et comment tu avais réussi à l'époque à convaincre ton équipe à faire de même. En tout cas, le résultat était fantastique puisqu'on a quand même gagné les Jeux, il faut le dire. À très vite, Clarisse. Message donc de la directrice Impact et Héritage, on en a parlé tout à l'heure, de Paris 2024, Marie Barsac, avec qui évidemment j'ai eu la chance de travailler justement dans ce comité. Non, mais c'était passionnant, et c'est pour ça, tu sais, ta première question, c'était de dire est-ce que tu prends des pauses, etc. Mais tu vois, c'était pas prévu. On a pris un café, je sais plus comment, on a été présenté, et je savais pas forcément ce que j'allais retirer de cet échange, et ça a été une grande joie et une grande source de fierté. Ça a été ta pause. Tu vois, c'est dans ces initiatives, ces actions qu'on prend dans sa vie, c'est aussi beaucoup de bonheur. Et ce qui était formidable, et rien que la voix de Marie, tu vois l'enthousiasme, l'énergie, donc c'était quand même ça de bout en bout. Et il y avait des sujets qui me tenaient à cœur, parce qu'en fait, il y avait notamment, tu sais, le sujet du sport et des femmes. Et en fait, le diagnostic qu'on avait posé ensemble disait qu'il y avait un décrochage de la pratique sportive des femmes au moment de l'adolescence. Et il y avait plusieurs, donc c'est là où ta capacité analytique rentre en jeu, il y avait plusieurs raisons. Un problème de rapport à leur corps. Leur corps bouge évolue au moment de l'adolescence, et elles sont pas à l'aise dans des tenues de sport, et le regard des autres, notamment des garçons, dans la pratique sportive. 2, il y avait aussi beaucoup de jeunes femmes, souvent de confession, qui ont une religion, qui disaient, en fait, beaucoup de vestiaires sont mixtes. Il n'y a pas de possibilité suffisamment importante de pouvoir s'isoler. 3, il y a aussi un regard et moi j'en ai souffert, tu vois, moi par exemple, je faisais beaucoup de natation, et tout le monde me disait, tu auras des épaules de nageuse est-allemande. Et tu vois, c'est pas facile à porter quand t'es ado, et que tu te dis, toi, t'es ou trop maigre ou trop grosse, t'as les cheveux trop raides ou trop bouclés, etc. Et donc, ce regard de la société sur les femmes qui font du sport au niveau et dont le corps bouge, un corps de nageur ou de nageuse, c'est pas celui d'un footballeur ou d'une footballeuse. Et donc ça fait qu'en fait, les jeunes filles, elles décrochent leur pratique sportive. Et après, il y a le moment où elles deviennent mamans. Et alors, comme les femmes françaises généralement travaillent, en plus de faire des enfants, elles arbitrent pour l'un ou pour l'autre, et elles n'arrivent plus à faire de sport. Or, au moment de l'adolescence, la pratique sportive contribue au bien-être, etc., à la confiance en soi, le fait de se sentir bien dans son corps. Et puis, dans la durée, sa longévité, sa santé, son bien-être, etc. Donc, tu vois, ce sujet-là, nous, c'était passionnant de le creuser. Ouais. Il y en avait 5, je ne vais pas tous les décrire, mais j'en me souviens très très bien. Donc, ton parcours chez McKinsey est fulgurant. Tu deviens partenaire 10 ans après, en 2010, chef du pôle consommateur en Europe en 2017, la première française membre du COMEX mondial en 2018, et puis tu es donc nommée directrice générale de McKinsey France en 2021. J'avais reçu ici la présidente de l'agence Image7, Anne Méo, et à ce podcast, et on parlait du fait qu'elle était souvent perçue comme une femme dure. Elle m'avait dit la phrase suivante d'ailleurs, quand tu es une femme, si tu as du caractère, que tu gagnes, on dit que tu es brutal. Si tu es un homme, on dit que tu es compétent.
Alors, est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Est-ce que Oui, tu le vis souvent, ça? Oui, et puis tu vois, moi en plus, je suis quelqu'un, dans l'occurrence, de très sensible. Tu vois, dans les profils psychologiques, tu sais, les MBTI, je suis F, donc je suis feeler, donc je ressens, je prends les choses vraiment à cœur. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, tu vois, j'y pense, etc. Mais j'ai dû développer aussi une sorte de carapace pour voilà, gérer. Il y a aussi de la gestion de conflits, d'attaques, etc. Et c'est vrai que si tu as confiance en toi, et en fait, souvent, je suis désolée, les hommes vont préférer la femme vulnérable à la femme qui a confiance en elle. Et donc, si tu as confiance en toi et que tu es assez assertive, on va très rapidement, on peut facilement dire que tu es agressive, alors que, tu vois, il y a des biais encore plus importants, notamment sur les femmes noires, ces sujets sur lesquels moi je me suis instruite, on va dire. Et c'est totalement faux, tu vois. C'est juste qu'il n'est pas attendu d'une femme le même comportement, notamment dans des lieux de pouvoir et donc dans le milieu des affaires, qui est attendu. Alors après, les mentalités évoluent. Je me sens pas du tout. Je dirais pas que j'ai été discriminée du tout. Et je suis très heureuse. Et tu vois, là, on parlait un petit peu de la crise tout à l'heure. Moi, je me suis sentie hyper soutenue par un groupe qui est quand même principalement des hommes, et qui ont vraiment fait corps derrière ce qu'on traversait. Donc, voilà. Donc on te parlera pas de ton surnom, d'ailleurs, oui. qui est donné par Xuantu, ton ami, copine, Clara Croft. Ouais. Mais avançons sur cette partie de la crise, parce que c'est quelque chose que tu as vécu. Tu rentres directrice générale et te tombe dessus. 4 mois après. Voilà, boum, la vie est belle, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, et alors là, tonnerre qui arrive. Cible de beaucoup de gens, en particulier des extrêmes, des opposants au président Emmanuel Macron. Ils reprochent à ce moment-là au tout groupe d'être engraissé, d'avoir gagné de l'argent sur le dos des Français, en gros, d'avoir orchestré une campagne vaccinale contre le Covid. Après, on sort en disant « vous ne payez pas vos impôts en France ». Raconte-nous, pour ceux qui ne se souviennent pas, et il y en a quand même un certain nombre qui peut-être ne s'en souviennent pas, mais c'est quoi le problème majeur au départ qui a fait que tout a commencé? Donc déjà, ça a été dur pour nos collaborateurs, et pas simplement les partenaires. On a aussi des assistants, des personnes à la compta, services généraux. C'était la cible. McKinsey était la cible. C'est quoi le problème au départ? En fait, si tu veux, moi effectivement, tu as bien décrit, je venais de prendre mon poste, c'était à peine 4 mois, tu vois, et là, commission d'enquête du Sénat, sachant qu'il y avait déjà eu une commission de l'Assemblée nationale, il y avait déjà eu pas mal d'épisodes, si tu veux. Et là, il y a un rapport qui sort, qui est très, très documenté. Simplement, ce qui est titré dans les journaux, c'est McKinsey 1 milliard. Alors que le total de la dépense de conseil de l'État, c'est autour d'1 milliard, d'ailleurs sans la partie informatique en partie. Et nous, on fait 1%. C'est-à-dire qu'on est le 20e cabinet sur les 22 qui sont utilisés. Mais on n'arrive pas à corriger ce narratif. C'est McKinsey donc, 1 milliard. Eurogroupe, c'est 10%, Capgemini, c'est 5%. Oui. Vous, c'est 1%. Voilà. Et ça tombe sur vous. Comment t'expliques que ça tombe sur vous? Parce qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a c'est un cabinet américain, donc si on peut taper sur un cabinet américain, c'est quand même mieux que de taper sur un cabinet français. Et moi, je souhaite à aucun cabinet, qu'il soit français ou pas d'origine. Nous, ça fait 60 ans qu'on est en France, donc si tu veux, les partenaires, qu'on dise qu'on a un cabinet américain, très bien, on a un cabinet mondial qui a été créé aux États-Unis. Mais donc, tu vois, 10 millions sur le milliard, 99,9% des articles, des tweets, c'était nous. Et ça, t'as beau le corriger en disant, mais regardez le camembert du rapport du Sénat, qui est très bien. Là, tu fais rien. Les gens t'écoutent plus, quoi. Là, t'as connu le déferlement. Tu dis, c'est 1% d'1 milliard, ça fait 10 millions, c'est pas corrigé. Donc là, si tu veux, il y a un moment, il n'y a plus de rationalité. Donc t'as fait quoi? Voilà. Donc, écoute, on a essayé, on a fait des communiqués de presse, on n'a pas refusé de parler, tu vois, aux journalistes, de leur. Et t'as senti une haine de la réussite, de l'étranger, c'est quoi? Non, je pense que les ressorts, si tu veux, c'est on est associé à un certain élitisme, qui est vrai d'ailleurs. Donc là, c'est des copinages, ils sont allés dans la presse voir que beaucoup d'anciens, on en parlait tout à l'heure,
d'anciens McKinsey qui sont une certaine élite se sont retrouvés dans certains cabinets ou donc c'est ça aussi qui s'est passé, c'est qu'il y a une sorte d'amalgame, c'est ça que tu dis. Mais si tu veux, si tu parles de la campagne du président Macron 2017, donc déjà les gens oublient que Macron était le 5e candidat, il y avait quand même François Hollande, François Fillon, Marine Le Pen, Mélenchon, et derrière il y avait Emmanuel Macron. Il se trouve que François Fillon, non, je pense que c'est pas vraiment ça, c'est qu'ils disent juste, un peu comme tout à l'heure tu disais que dans la French Tech, tu as X dizaines ou centaines qui sont passés McKinsey, c'est que tu te retrouves, ce qui est le cas dans l'équipe au sens le plus large possible du président Macron. Si tu prends d'autres équipes, ce sera le cas aussi. Mais en fait, il n'y a pas une chose où on vous a laissé... En fait, c'est ça que... Il y a un moment où toi, même si tu es Clara Croft, même si tu peux... T'es une dure, t'es une guerrière, il y a un moment quand même où quand tu rentres chez toi un jour, tu dis juste... C'est pas ça que j'ai acheté, quoi. Oui, c'est sûr, c'est un peu, c'est éreintant, mais si tu veux, comme je te disais, moi, ce qui m'a, donc déjà, nous, on a enregistré 50% de candidatures en plus sur la période. Donc, si tu veux, on n'a pas perdu. Ça notoriété. Ouais, c'est ça. Et les notoriétés. Et les personnes se sont dit, si on leur tape à ce point dessus, c'est qu'ils sont vraiment numéro 1. Ouais. Parce qu'en fait, comme en plus on était le 20e cabinet sur 22 dans le camembert du rapport du Sénat, et qu'ils ont 99,9% de l'attention, c'est qu'ils doivent vraiment être un leader et un influent. Donc ça s'est bien passé de ce côté-là. Les recrutements, plus 50%. Humainement, si tu veux, c'est frustrant. Avec l'ensemble du partnership, ça se passait très bien. Ouais. En fait, on a fait corps, on s'est dit, on doit traverser cette tempête. Moi, j'étais très transparente sur ce qui se passait, ce qu'on voyait, etc. Donc, si tu veux, non. Après, c'est décevant pour nos collaborateurs qui ont perdu la fierté de dire qu'ils travaillent chez McKinsey, quoi. La question, c'est nos candidats, c'est nos clients, c'est nos collaborateurs, et puis après, c'est l'opinion publique. Donc, si tu veux, candidats, pas de problème. Les clients, ils nous ont... on a eu une croissance plutôt soutenue, y compris sur la période. Les collaborateurs, ils ont compris, on a eu des explications, régulières. Et sur l'opinion publique, si ta question, c'est est-ce qu'on a corrigé ? Je pense pas complètement. Tu vois, on l'a pas corrigé complètement. En consultant des articles sur le cabinet, j'ai lu une phrase assez drôle écrite par un journaliste du magazine Science. Je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase-là, qui disait ça. Si Dieu voulait refaire le monde, il appellerait McKinsey à la rescousse. Comment t'expliques cette influence assez dingue, tentaculaire dans beaucoup de pays? Ouais. C'est parce que c'est le résultat de quasiment un siècle de travail. C'est un siècle d'existence. C'est un McKinsey Global Institute qui est le plus gros think tank mondial et qui est autofinancé et qui amène, une base de faits sur beaucoup de sujets d'économie et de société. C'est le fait qu'on est au service de grandes entreprises, parce qu'on est quand même principalement un cabinet qui accompagne le secteur privé, et qui a probablement un peu une mystification de ce que c'est que McKinsey, de comment on rentre chez McKinsey, de qu'est-ce que c'est qu'une carrière chez McKinsey. Combien d'entretiens pour être embauché chez McKinsey ? Il en faut 5. Il en faut 5 plus un test. On a des tests maintenant. Voilà. Oui, c'est ça. Oula, donc préparez-vous, ceux qui ont envoyé leur CV, préparez-vous. Lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en juillet, tu avais indiqué que la place du travail chez les jeunes avait évolué. Dans les années 90, dans la liste des choses les plus importantes, il était en 2e position, le travail. Le premier était la famille. Aujourd'hui, il passe le travail après la famille, les amis et les loisirs. Donc, on voit des entreprises qui s'adaptent. On parle de la semaine de 4 jours, le télétravail, même si récemment, il y a eu une étude qui a démontré que la France est le pays qui télétravaille le moins. Comment toi tu vois ces changements-là ? Moi je la trouve positive. Tu la juges pas forcément ? Moi, si tu veux, je la trouve en fait plutôt positive. Je pense que notre jeunesse remet le travail et a peut-être le luxe de pouvoir remettre le travail dans un
dans un ordre plus équilibré par rapport à d'autres éléments qui contribuent à leur bonheur, en fait. Et c'est vrai que les amis, la famille, les loisirs, enfin, ce qui va permettre de t'épanouir comme être humain, bah, c'est peut-être aussi important que ton travail. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés dans leur travail ou qu'ils ne sont pas productifs dans leur travail. C'est simplement qu'il y a le travail et puis il y a plein d'autres choses importantes dans leur vie. Tu vois ? Donc, c'est une évolution de valeur, en fait, de ces nouvelles générations. Et je pense que déjà, il faut l'accepter, parce que tu vois, tu peux pas le contrer. Et puis, il faut essayer de le voir comme une évolution qui est positive. Clarisse, je te propose maintenant une autre pause amicale. On écoute. Clarisse, tu as eu 4 enfants. En tant que maman qui travaille, est-ce que tu aurais une anecdote cocasse à partager, qui t'est arrivée, bien sûr, quand tu as repris le travail après être devenue maman? Question d'Oxuan Toulé, qui est une de tes meilleures amies, qui était sur les bancs d'HEC avec toi, qui a pris une direction, on va dire, plus alternative, qui, elle, est professeure de lettres modernes aujourd'hui, qui, évidemment, t'aime d'amour et qui te pose cette question-là. Écoute, j'en ai eu plein, mais par exemple, alors moi, je voulais absolument allaiter longtemps. Le plus longtemps possible. Donc, je reprenais le travail à peu près à 5 mois et demi, 6 mois. Et donc, c'est vrai que je me retrouvais à allaiter dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas de salle d'allaitement. Et donc, j'avais trouvé un collègue qui avait un petit frigo dans son bureau. C'était à New York à l'époque. Et donc, il avait des softs ou des trucs, il avait son petit frigo. Et donc, moi, je lui amenais mon lait. Et alors, je lui avais demandé. Et alors, il avait été hyper touché, parce qu'il disait, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, si tu veux. Je lui confiais le lait que j'avais tiré dans les toilettes pour qu'il me le conserve au frais. Il faut le ramener le soir à la maison. C'est pas plein en RH en disant quoi cette... Non, on est toujours en contact d'ailleurs. Et donc voilà, moi ça fait partie des anecdotes. Non, et l'autre, alors c'est peut-être ça que j'avais raconté à Swantou, c'est qu'en fait j'allaitais, mais j'avais repris, les premières semaines je continuais à allaiter et c'était pas encore régulé. Et donc je prenais 4 mototaxis par jour pour pouvoir rentrer à la maison à l'été, parce que sur le 4e, je voulais plus tirer mon lait. J'avais dit non, ça c'est fini. C'est impossible, je veux que ce soit directement. Je veux, voilà. Tu copilotes les recherches de McKinsey sur l'entreprise du futur, c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur, dans une économie du savoir. J'avais reçu Hubert Joly, que tu connais, c'est un ancien président-directeur général de Best Buy aux États-Unis, aujourd'hui professeur à Harvard et coach de dirigeants. Et dans le podcast, il nous confiait qu'il était pour, je le cite, une refondation du monde des entreprises, du système économique, une refondation autour du sens et de l'humain. Est-ce que tu partages cet avis-là? Et toi qui justement as accès à autant de dirigeants, est-ce que c'est ce que tu essayes de pousser? Est-ce que tu penses que c'est aussi une de tes missions de porter ce message-là? Alors s'il y en a une, c'est sans doute celle-là. Enfin, t'as réussi à la définir, ta mission de vie, toi? En tout cas, ce que je souhaitais à l'âge de 12 ans, peut-être même, c'était réformer, transformer le système économique de l'intérieur. D'où l'importance de faire des études, de rentrer dans un cabinet, etc. Et je pense qu'Hubert Joly a tout à fait raison. Alors déjà, les gens, et les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, ont une attente vis-à-vis de l'entreprise qui s'est fondamentalement transformée. C'est-à-dire que de dire qu'une entreprise n'est là que pour faire du profit et d'optimiser sa fonction objective qui est de faire du profit, ça n'est plus entendable aujourd'hui. Donc en fait, l'utilité sociale d'une entreprise est vraiment importante. Et donc c'est pas simplement en termes de critères de recrutement et pour limiter son attrition, etc. C'est dans sa capacité d'opérer et de réussir dans peu importe l'activité de production ou de service qui est la sienne. Donc je pense qu'il a tout à fait raison. Alors déjà, on a quand même des challenges sur les talents. Donc on a un manque de talent. Tu parlais d'économie du savoir, etc. On a du mal à trouver des talents. Donc s'il n'y a pas ce sens ça rend le recrutement effectivement et la rétention difficile, et puis aussi le fait que les gens vont devoir se reformer au cours de leur vie. Donc pour pouvoir faire cet effort-là, il faut que pour ces personnes ça vaille le coup, tu vois. Et je pense que si tu veux, moi je trouve que McKinsey me permet d'avoir un impact très très fort auprès des entreprises, beaucoup plus que finalement celui que j'aurais pu avoir dans les ONG tels que je les considérais à l'âge de 20 ans. Et tu vois, sur des sujets de décarbonation, par exemple, si tu travailles dans des secteurs qui sont émetteurs
et que tu les aides à décarboner leurs usines, à avoir des circuits d'eau, tu vois, à recycler, à faire des gains d'énergie, etc., etc., en fait, tu as un impact, par exemple, sur les dimensions environnementales qui est hyper fort. Donc je crois vraiment, alors là je parlais plus de l'impact de l'utilité sociale et des éléments de durabilité et d'inclusion. Et donc, mais il y a aussi cette partie sur l'humain, parce que finalement, si les plus jeunes, alors là, compte tenu des financements, la French Tech est un peu challengée, mais pourquoi les jeunes se sont à ce point tournés vers la French Tech? Enfin, c'est pas uniquement pour la partie tech, c'est aussi et beaucoup pour l'aventure humaine qui était associée avec des structures type start-up. Donc tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant. On se dit, ils voulaient des business technologiques parce que c'était dans l'air du temps. Oui, enfin, ce qu'ils voulaient aussi, c'est de travailler en équipe et de remettre du sens dans ce qu'ils faisaient. Justement, quel conseil tu te donnerais à ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, aux parents de ces jeunes qui vont débuter leur carrière professionnelle? Est-ce que tu as un conseil? Déjà, les choix d'éducation et les carrières telles qu'on les avait définies quand toi ou moi on est sortis de l'école, ça a été, je pense que c'est en très forte modification. Donc déjà, il y a tu vois, le fait de ceux qui le peuvent, d'avoir un bout de leur parcours à l'étranger, je pense que c'est bien. Et c'est pas forcément les États-Unis ou l'Angleterre, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être pourquoi pas un pays en Asie, etc. Alors ça, c'est pour ça que le système de bourse est important, mais déjà, je pense que être un citoyen du monde et développer sa capacité d'adaptation et son leadership, ça va être probablement le plus important. Parce qu'en fait, la technologie montre que le talent humain va être encore plus important demain et différenciant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est pas intuitif ça. Donc je pense que les jeunes, ils ont probablement intérêt à construire leur carrière de façon non linéaire et de faire des moves latéraux, tu vois, alors je parlais d'étrangers, etc. Et que c'est ça qui va les rendre adaptables au monde de demain. En parlant de jeunes, on va écouter une nouvelle pause amicale, ce sera notre dernière. On écoute cette pause. Salut Clarisse, c'est Louis du bureau de Paris. Voilà, j'aimerais savoir comment toi, tu vois l'impact social de McKinsey dans les années à venir. Ce jeune, Louis, est très engagé, a travaillé, puisqu'on parlait du pro bono tout à l'heure, ton équipe et toi, vous avez accompagné Infinite en pro bono pour travailler sur ce sujet de prêt étudiant que nous portons chez Infinite, cette nouvelle entreprise que j'ai lancée d'EdTech Social. Et Louis a été dans cette équipe-là, très actif, a fait un super boulot. Donc il est consultant chez toi. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Oui, écoute, moi, il y a plein de choses qu'on va faire et qu'on a déjà lancé. Le fait qu'on ait fortement augmenté notre activité en sustainability, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut accélérer la décarbonation, mais aussi travailler sur des sujets d'ailleurs de plus en plus sur la nature, donc la partie biodiversité, c'est le nouveau carbone. Là, on dit la nature et la biodiversité, c'est le nouveau carbone en termes d'étoiles. Donc ça, plus on monte nos compétences, et on parle de compétences qui sont souvent assez techniques, pas simplement faire la stratégie sustainability, mais vraiment transformer des usines, des pratiques dans des entrepôts, etc. Donc ça, je pense qu'on est en train d'accélérer ça. Et si ça peut devenir plus d'un tiers de notre activité, ce sera une grande source de fierté. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 15%, tu vois. Donc c'est pas zéro, mais c'est quand même pas mal. Et l'objectif, c'est de doubler ça. Donc ça, c'est ça. La deuxième chose, c'est, je crois vraiment que cette question de l'ascenseur social, tu vois, en fait, on a une possibilité d'aider nos clients, parce qu'en fait, nos clients ont souvent ces talents. Tu vois, si tu prends des entreprises de grande distribution, tu as pas mal de personnes qui vont être arabes ou noires, souvent dans les premiers échelons. Pourquoi on ne les voit pas au siège? On peut les aider à concevoir aussi des programmes qui vont permettre de détecter ces talents. On a d'ailleurs un pôle de compétences sur la diversité, et aussi les former, etc. Donc on a une possibilité d'aider sur ces sujets-là. Et donc je pense qu'on peut vraiment contribuer sur toute la partie inclusion par le travail que l'on fait à nos clients, au-delà des choix que nous on fait aussi, de qui on recrute, de qui on promeut, de qui on accompagne pour réussir. Merci donc à Louis pour ta question, et puis merci à toute l'équipe qui j'en profite, a travaillé sur Infinite chez toi. Merci encore pour votre travail. Je vous propose une pause
musical, Clarisse, quelle est ta chanson culte? I Will Always Love You de Whitney Houston. C'est peut-être pas très ambiançant. Je suis pas sûr que je te demanderais de la chanter, parce que voilà, mais on va quand même en écouter un extrait. And I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. Clarisse, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.